Bonjour à toutes, bonjour à tous. La musique. La musique, s'il y a bien un secteur des industries créatives et culturelles, avec tout le respect que j'ai pour les autres secteurs, s'il y en a bien un qui est populaire, c'est celui-ci. On a tous été fans d'un groupe, on a tous été fans d'une chanteuse, d'un chanteur. Quel autre art que la musique peut attirer des milliers de fans, faire déplacer des dizaines de milliers de spectateurs. Et donc forcément, la musique suscite des vocations, la musique intrigue. La musique, c'est un petit peu le secteur pour lequel certains se disent « j'ai un talent, comment je peux monter sur scène et gagner ma vie ?» Et d'autres se disent « je n'ai aucun talent, mais j'aimerais y travailler ». Alors comment, à un moment donné, avec ce début d'un désir, on en fait un déclic et on se lance dans cette carrière? C'est ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui. Et pour cela, on a autour de cette table 4 intervenants. Pour l'instant, ils sont 3. Voilà, on va être 4 tout de suite. Bonjour. Salut. Ça va et toi? Alors à ma droite, Vicky R, qui est rappeuse, à la fois artiste et productrice. On t'a qualifié aussi d'entrepreneuse. Je ne sais pas si tu es OK avec ces dénominations, tu nous le diras juste après. Joss Justinson, qui est fondateur du label Lutèce Musique. Agathe Lemoine, directrice marketing et stratégie du répertoire chez Columbia France. Et Godefroy Pison, artiste et label partnership lead chez Spotify France. Alors justement, on va commencer par toi, Vicky. À quel moment ce déclic a opéré chez toi l'envie de te lancer et comment tu t'es lancé? Et je t'invite à te présenter d'abord et nous raconter un petit peu ce parcours. Bonjour, donc je suis Vicky R, artiste, compositrice, productrice, entrepreneuse, du coup, ça marche aussi. Et pour ma part, j'ai commencé ma carrière, en vrai, j'en étais pas vraiment consciente, mais du coup, je vais dire que j'ai commencé la musique à 12 ans. J'ai commencé par le beatmaking, et donc je suis d'origine gabonaise, et du coup, j'ai eu 2 carrières, on va dire, donc mes débuts là-bas, et ensuite mon rebranding et ma reconversion, on va dire, dans l'industrie d'ici. Mais c'est une grosse force parce que ça me permet d'avoir 2 visions sur l'industrie en général. Et le déclic, ça a juste été que je suis une jeune passionnée de musique, une jeune geek, tout simplement. Donc je suis allée dans un studio un jour, grâce à un de mes cousins, et j'ai vu des gars composer, et c'est là que j'ai su que je voulais faire ça. Et ça m'a pris quelques années à me structurer, mais pour le faire et le dire plus simplement, donc début dans le beatmaking, j'ai ce truc, comme tous les beatmakers en vrai, ils vont s'essayer en fait sur leur prod. Je capte que je peux écrire, donc je commence à écrire sur mes prods. Je rencontre ma première team à l'époque. On enregistre quelques sons, on en sort un, les premiers retours sont cool. On en sort un deuxième qui devient un hit national et même africain. Ça veut dire que j'ai eu mon premier hit. J'ai commencé à tourner à 15 ans. Donc, je sais pas, j'étais en 3e. Donc, je passais le brevet. On n'a pas eu le même collège. Hein. Ouais. Et en fait, juste le week-end, j'étais en tournée. Et la semaine, c'était école. Et c'était ça mon deal avec mes parents. C'est que tant que ça se passe bien à l'école, tu peux continuer à faire ce que tu aimes en vrai. Et les mêmes parents peut-être. Oh attention, mon père est militaire, hein, donc là je le dis comme ça, mais je vous laisse imaginer le personnage, voilà. Et du coup donc après ça, pareil, je continue ma découverte, mon apprentissage, les tours, etc. Je me rends vite compte aussi parce que donc je vivais au Gabon, je suis venue vivre en France. Au fur et à mesure, je me rends compte que mes influences évoluent et changent. Je m'intéresse à d'autres types de sonorités. Et je discute avec ma team, je leur fais part de ce besoin-là de me renouveler, de plus faire forcément ce qu'on faisait, parce qu'à l'époque, on était très axé sur tout ce qui est diaspora africaine. Donc c'était ça mon public principal.
Et ça me suffisait, pas que ça me suffisait plus, mais je ressentais l'envie de faire autre chose. Et je me rends compte en fait qu'au départ, la musique que je faisais, j'aimais, mais c'était pas forcément mes choix. Et je décide de faire une pause. Dans tous les cas, je suis en 3e, je passe le brevet, ensuite il y a la seconde, bac de français, le bac. Donc c'est des années que j'ai pris pour me renouveler. Au départ, quand je leur en parle, ils sont pas totalement chauds. Je leur dis ok, y a pas de souci, je vais y aller moi-même. Je prends le temps, je fais une pause un an de pause. Quand tu es visible dans la carrière d'une jeune artiste comme moi, c'est énorme de faire un an de pause parce qu'il y a juste plein d'artistes qui arrivent. Et même au sein de notre propre structure à l'époque, qui c'était assez concurrentiel, il y avait d'autres artistes, il n'y avait pas que moi. Et il y avait des gros artistes. Là, je vais vous citer par exemple Jerio. Vous pouvez aller regarder, mais c'est un très gros artiste gabonais et africain et tout. Et donc on était dans le même label à l'époque. Et donc ça mettait une certaine pression, mais j'ai décidé de me faire confiance. Ensuite, après ça, je reviens avec du son qui a totalement changé. Je suis dans un truc qui est beaucoup plus trap, mélodieuse, etc. Mais moi, j'y crois à cette DA-là. Eux, ils y croient pas forcément. Du coup, je pense que ça a été mon premier move d'entrepreneuse. C'est que je décide de financer moi-même le premier clip avec lequel je veux revenir. Du coup, je l'ai payé toute seule. Je l'ai fait avec des potes. On le sort. Pareil, les retours sont un peu mitigés. Les gens comprennent pas trop. Je perds carrément une partie de mon public gabonais et de la diaspora parce qu'ils comprennent pas le virage directement, mais je lâche pas. Je sors un deuxième son qui fait un peu de bruit et qui tourne dans pas mal de médias, et je commence à être repéré par tous les professionnels d'ici. Et juste un jour, je reçois un message de Mehdi Maizi et qui me caste pour faire la relève de 10 heures, et tout part de là en fait ici. Et du coup, j'ai eu raison d'aller jusqu'au bout. Et après, avec la relève, ce qui arrive, c'est avec Sheila sur cette section. Non, il y avait sur la mienne, il y avait Oh Boy, Sally, Bekar, Tsu The Kid. Donc c'était une grosse promotion. Shaifin, le groupe Shaifin, les Marocains, c'est donc grosse promo. Et après ça, en fait, forcément, je fais la relève, donc je passe un peu au devant de la scène d'ici, et il y a pas mal de propositions qui arrivent. Et qui dit proposition dit contrat et dit structuration. Et du coup, donc avec mon ancienne équipe, donc là, on s'en sépare de quelques-uns. Avec mon ancien manager, on monte du coup une première structure pour pouvoir signer mon premier contrat de distribution avec Believe. Et tout part de là. J'enchaîne les projets, je fais des sons. 2021, je fais 2021-2022, je fais le documentaire Reine pour l'amour du rap. On sort le titre Aou avec le Juice Davinor, Bianca Costa et Chila. Et en même temps, mon contrat avec Believe arrive à son terme. Et pareil, il faut rebondir. Je suis encore dans une espèce de renouveau. Et là, pareil aussi. Avec mon manager, on est un peu arrivé au bout de ce qu'on a pu faire. Entre-temps, j'ai fait le MEWEM aussi, qui est un programme de mentorat pour les femmes entrepreneuses justement dans l'industrie. Et mon projet en intégrant le MEWEM, c'était je suis artiste, je veux monter ma structure. Comment vous pouvez m'aider à me structurer? Et du coup, tout part de là, et je crée du coup mon label et mon agence à 360 aujourd'hui, qui s'appelle Le Cercle. Du coup, voilà. Super, merci. C'est quand même quelque chose que tu as en toi, le côté entrepreneur. On va en reparler, mais ok. Et de ton côté, Joss, cette vibe entrepreneur qui te pousse peut-être à monter un label, ça part d'où? C'est quoi le moment où on décide d'y aller? Alors déjà, bonjour à tous, et merci à tout le monde d'être ici, parce que c'est important de pouvoir parler de nos activités, de ce qu'on structure, de comment on fait. Donc merci, je voulais vraiment remercier personnellement toutes les personnes qui sont venues. Ici, j'ai vu du beau monde en plus, donc c'est respect, merci beaucoup. Félicitations à toi pour ton parcours aussi. Franchement, je savais pas que ça s'était passé comme ça, c'est fort. Comme quoi, quand on redouble des fois, quand on lâche pas l'affaire, ça le fait toujours. Donc, félicitations, c'est fort, vraiment. Moi, écoute, c'est cet entrepreneuriat, entre guillemets, on va dire, c'est de famille. Mon père a bossé dans la musique aussi. Je suis congolais, donc la culture musicale, c'est quelque chose qui nous a toujours bercé. Et j'ai toujours eu, tu sais, cette envie, comme je dis à chaque fois, de disséquer un petit peu plein de situations autour de la musique et savoir comment ça se passait. Et mon envie, elle arrivait un peu comme ça. Dès petit, tu sais, je regardais MTV Base, BET, etc. Et je cherchais toujours à savoir un peu comment
comment ils réalisaient ça en fait, comment ça se passait, comment tel clip a été fait, comment tel album est sorti, etc. Et c'est en faisant plein de recherches que j'ai tout simplement pris goût à ça, en essayant par tous les moyens possibles. Parce que quand on était plus jeune, bon, il n'y avait pas Snapchat, Instagram, TikTok, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est le fait d'être très curieux qui m'a amené un peu à entreprendre ces choses-là. J'ai jamais aimé qu'on me contrôle. J'ai toujours aimé faire par moi-même. Comme je dis, c'est soit on réussit, soit on apprend. Soit au pire, on essaye toujours. Donc j'ai toujours été comme ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai décidé de créer mon label qui fait de la production, du management et un peu d'édition. J'ai commencé, ça fait une dizaine d'années de ça, avec un rappeur français qui s'appelle Esprit Noir. J'ai commencé avec lui. Il travaille d'ailleurs avec Agathe, encore aujourd'hui, je crois. Voilà, encore aujourd'hui. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça avec Esprit Noir, et puis après avec Style Fresh, un petit peu Neige, Franglish aussi, que j'ai produit et managé jusqu'à aujourd'hui, c'est mon petit frère. Dadju, Caris, Lazara, Menes et d'autres. Donc, cette envie à chaque fois de prendre des artistes différents et de les développer d'une manière singulière à chaque fois, quoi. Donc, on entrera dans le détail un peu plus au cours de la discussion, on ira dans le détail. C'est intéressant parce que c'est ce que disait Alassane Konaté qui était là ce matin et qui parlait vraiment de la nécessité de s'intéresser à comment fonctionne l'industrie au sens de pas juste consommer de la musique et d'y être sensible, c'est important, évidemment, c'est une passion, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi tel artiste à un moment donné va fonctionner, pourquoi tel clip à un moment donné va se retrouver playlisté. C'est ça, et tu sais, on est dans un truc où c'est magique parce que autant je peux t'expliquer une stratégie tout de suite, dire moi j'ai fait ça, c'est comme ça que j'ai réussi. Tu peux rentrer chez toi et faire la même chose et ça peut ne pas marcher. Tu vois, c'est vraiment un truc où chaque produit, chaque musique, chaque titre, c'est vraiment adapté, c'est très différent. Chaque son, il y a aucune stratégie qui est, c'est the stratégie à avoir. Moi, c'est mon histoire, tu vois ce qu'elle raconte. Au final, on est quand même à côté, elle est en train de raconter son parcours. Mon parcours n'a absolument rien à voir avec elle. Donc, c'est juste avoir ce feeling, ce ressenti, se faire confiance, et je pense que c'est ça la magie de ce métier-là et de cette profession. C'est jamais la même chose en fait quand tu entreprends ce genre de projet, quoi. Voilà. Agathe, Godefroy, dans l'ordre que vous souhaitez. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Agathe. Alors comment est venue mon envie de travailler dans la musique? Je pense que c'est ma tante. Je viens de Caen, elle travaille au Zénith de Caen, et en fait quand j'étais petite elle m'emmenait à peu près partout dans tous les concerts possibles et imaginables, donc j'avais le droit d'aller dans les coulisses, j'avais le droit de rencontrer les artistes, et je crois que ça m'a un peu passionnée. Et donc voilà, donc j'ai ensuite fait une école de commerce à Strasbourg où j'ai passé 2 ans, j'ai fait aussi une année au Mexique, et suite à ça j'ai réussi à faire 2 stages, un premier chez M6 Music côté promotion, et ensuite j'en ai fait un deuxième chez Believe. Et suite à ce stage, j'ai été embauchée en tant que chef de projet, où j'ai donc du coup passé 6 ans là-bas à m'occuper de projets très variés. Et ça a commencé par Esprit Noir, justement, avec qui j'ai travaillé, Grand Corps Malade, l'entourage, etc. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de freelance. Je me suis dit pourquoi pas monter ma boîte. Et donc, j'ai fait du consulting en management, en business affaires, en chef de projet. Je me suis occupée d'artistes en développement comme Sally. On s'est vus au moment du clip de shoot, je me rappelle. Voilà, donc j'ai adoré cette période d'entrepreneur. Donc je pense que je suis comme vous, j'ai un côté entrepreneur que j'aime développer. Et ensuite, après ça, j'ai donc Pauline Duarte qui m'avait embauchée en stage chez Believe, qui m'a dit écoute, j'ai une aventure qui arrive. On me demande d'ouvrir le label Epic qui n'existe plus en France. Est-ce que ça te dit, viens, on l'ouvre à 2? Et là, j'ai fait au début, j'étais non. Franchement, je suis bien en indé, je suis bien en auto-entreprise, etc. Puis elle a insisté, j'ai fait allez, go, ça va être cool. Et voilà. Et après, donc, on a fait 4 ans de développement de ce label avec des artistes comme Gazo, Ronisia, Alonso, Attic. Voilà, donc super succès. Et maintenant, je suis donc du coup chez Columbia depuis 3 mois, et je suis aussi directrice marketing. Je fais aussi de l'artistique, donc je peux signer des artistes. Voilà mon parcours. Et quand tu rentres en école de commerce, à ce moment-là, tu as déjà le projet de bosser dans la musique? Je crois pas. Je crois que je suis un peu les choses comme elles viennent. Je sais que j'aime bien la musique, mais je sais pas vraiment ce qui est possible. Et en fait, en cherchant des stages, je me dis bon bah j'ai envie de chercher des stages dans la musique. Donc au début, on sait pas trop comment chercher des stages. Et je me rappelle que je suis allée sur le site de l'IRMA à l'époque.
Je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Je crois que ça a été renommé avec le CNM, etc. Voilà. Et donc je cherchais tous les jours un stage dans la musique. Et donc j'ai fait mon CV en fonction de ça. J'ai un peu menti sur mon CV, je vais pas vous mentir, pour pouvoir intégrer M6. Et voilà. Merci Agathe. Bonjour à tous. Moi, j'ai un profil salarié, totalement salarié, pas du tout entrepreneur. Moi, j'ai fait une école de commerce aussi. La musique, comme la plupart d'entre nous, était au cœur de ma vie perso. Je pense qu'émotionnellement et physiquement, c'est le truc sur lequel j'investissais tout, y compris mon petit argent de poche. Jusqu'à un certain point, je pensais pas un seul moment en faire un travail. Néanmoins, j'ai monté 2 fanzines, je me suis battu pour choper des stages dans des labels indés à Paris, à Londres. Est-ce que tu peux rapidement, pour l'audience qui est là en face de nous, expliquer ce qu'est un fanzine, parce que ça n'existe plus forcément aujourd'hui. Pardon, voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un voit ce que c'est que le papier ? Vous voyez le papier ? Une imprimante, vous avez ça aussi ou pas ? Donc, non, c'est un petit magazine indé que tu imprimais sur une imprimante de la fac. Et voilà, genre un magazine, mais totalement indé, DIY, pur et dur. Voilà. Mais t'as raison. On les regrette. C'est bien. Moi, j'aime bien le papier encore. Bref. Non, voilà. Et puis, en faisant tout ça, je me suis dit, waouh, génial, en fait, je peux en faire mon job. J'ai, comme toi, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas... Bon, on y reviendra sur toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui de savoir qui fait quoi, comment les contacter, etc. Mais à l'époque, on n'avait pas grand-chose sous la main. Néanmoins, à force de se battre et de gratter, j'ai réussi à trouver des contacts. J'ai été embauché en chef de projet junior aussi. J'ai fait une dizaine d'années comme ça, à développer en France des artistes indés, des superstars, des artistes français, des artistes inter. Au bout d'un moment, je suis parti. Un peu par accident, je me suis retrouvé directeur conseil à accompagner des marques dans leur développement digital. Donc Disney, Mastercard, Mappy, donc rien à voir avec la musique. Donc un peu accidentel, mais plutôt passionnant côté cérébral. Et finalement hyper utile parce que c'est en fait cette espèce de double parcours qui a fait que Spotify m'a embauché. Parce que j'étais pas uniquement un pur produit de label, j'étais pas non plus uniquement un pur expert du digital pour les marques. J'avais les deux, et voilà. Et aujourd'hui, je dirige tout ce qui est relations et partenariats musique. Donc, pour essayer de faire vite, on est les interlocuteurs en France des artistes, managers, producteurs, distributeurs, éditeurs, tourneurs, festivals, tout ça. Et on fait plein de trucs, mais on va dire qu'on fait globalement 2 choses. On travaille en arrière-cuisine, on donne des conseils aux artistes et à leurs équipes sur comment ça marche, les outils, développer ses audiences, sa fanbase sur Spotify. Et de l'autre côté, plus en salle. Cette analogie restaurant est pas géniale en fait, mais, pardon. Plus là, du coup, plus directement impacté sur leur visibilité, leur promo, voilà, des partenariats, des événements, de la production de contenu, voilà, et avec un gros effort fait sur les artistes émergents et un gros effort fait sur les artistes féminines. Je sais que c'est pas le sujet du jour, mais il y a un besoin et une sous-représentation folle. Et que malheureusement peu d'acteurs de la filière adressent. Du coup, on prend notre part du job. Mais voilà, parenthèse fermée. Respect pour ça. L'analogie salle de restaurant n'était pas si fortuite que ça parce qu'on avait Julien Sebag juste avant, donc bien joué. On a parlé de passion puisqu'on est sur des métiers passion. J'imagine que vous recevez beaucoup de jeunes en entretien peut-être, vous en embauchez, j'espère. Et il y a toute une nouvelle génération qui arrive dans l'industrie musicale. Il y a des écoles qui se créent, on en a parlé avec l'EMIC, dans laquelle certains d'entre nous interviennent peut-être. Il y a plein de formations qui se créent. Donc c'est plus forcément les écoles de commerce comme vous deux par exemple. Est-ce que vous trouvez que ces jeunes qui arrivent dans l'industrie arrivent avec une autre façon de voir les choses, avec des nouveaux usages, et transforment peut-être votre façon à vous de voir les choses et font muter les métiers peut-être. Je sais pas, est-ce que vous avez vu se transformer quelque chose depuis 3, 4, 5 ans dans vos structures ?
Alors, moi je trouve que oui, beaucoup. Beaucoup pour ceux qui sont dans cet environnement depuis des années, ils peuvent s'apercevoir que tout a changé. Ne serait-ce que déjà, on parle déjà le digital déjà qui est maintenant incontournable. On a besoin de marketing digital, on a besoin de plein de contenus, on a besoin de TikTok, on a besoin de beaucoup de choses. Donc toutes ces choses-là, ça a changé. Avant, c'était pas comme ça. Avant, tu devais peut-être payer un attaché de presse si tu pouvais te le permettre. Internet, tu allais peut-être sur des sites comme... Là, je te parle dans le milieu de l'urbain. Voilà, tu devais aller sur Bouscapé, peut-être, ou Rapelite, etc. Et tu n'avais pas trop de moyens, vraiment, de communication. Tu n'avais pas trop de stratégie, il n'y avait pas trop de mise en avant, etc. Et aujourd'hui, la jeunesse, les réseaux sociaux, toutes les activités qui sont là aujourd'hui nous permettent de nous développer différemment. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que les jeunes font. Je regarde beaucoup ce qui se passe sur les réseaux. Enfin, par exemple, je vais être avec mes petits cousins, ils vont me parler de Twitch, de cette façon de communiquer, des réseaux, etc. Et je vais utiliser ça sur mes stratégies aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est complètement différent. Et aujourd'hui, déjà avant, c'était compliqué d'arriver dans le game, de percer, autre, etc. Aujourd'hui, tu peux être dans ta chambre, tu peux faire... t'as toutes les applications pour faire des beats, pour poser, pour faire même des clips, tu peux monter toi-même et tu peux percer en étant dans ta chambre inconnu du grand monde. Donc je trouve que ça a vraiment changé et ça laisse plus d'opportunités pour la jeunesse de se dévoiler. Tu regardes aussi aujourd'hui, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de styles différents, de personnalités différentes, de gens différents dans le métier. Donc oui, c'est complètement différent, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Ouais. Si, je suis d'accord avec toi, c'est tellement bien parce que du coup, tu peux être sur plein de canaux différents et vraiment distribuer ta musique comme tu veux. Mais je pense que aussi, dans un sens, ça peut aussi mettre la pression aux artistes parce qu'il y a tellement d'artistes que comment percer, c'est assez compliqué, quoi. Donc je pense que les challenges d'aujourd'hui et pourquoi nous, par exemple, en maison de disque, on a besoin de la jeunesse, c'est justement de nous aider à comprendre tous ces outils, comment se démarquer des autres, quoi. Et en fait, donc c'est un peu à double tranchant. C'est super, c'est que tu peux... être partout et en même temps comment il y a beaucoup d'artistes, quoi. Donc c'est comment tu fais la différence par rapport à un autre, c'est un sacré challenge. Je veux bien l'avis de Vicky en tant qu'artiste sur le sujet. En vrai ils ont tout dit, mais je pense que l'industrie elle a évolué aussi avec la manière de consommer la musique, tout ce qui est plateforme, etc. Ça a joué un grand rôle là-dedans. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que il y a plus forcément comme je veux dire à l'époque, alors que ouais de ouf, alors que voilà, mais en fait ouais, en gros c'est comme ce que Just disait, si tu avais les moyens de te payer un attaché de presse, tu le fais et tu sais que ton attaché va arriver avec une strat, il va dire ok, ta musique, je vais aller la pitcher à tel pour avoir tel résultat. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve ça intéressant, le fait de faire travailler, on va dire, entre guillemets, cette ancienne génération-là et la nouvelle, parce que ça apporte un plus, forcément. Les réseaux, c'est tellement aléatoire. Moi, je suis d'avis que même si tu as ta strat sur les réseaux, etc., parce que c'est ce qui fonctionne, il faut toujours avoir derrière quand même quelqu'un qui va... Non, je vais pas dire ça, mais quelqu'un dont c'est le métier et qui va aussi venir aider et aiguiller sur les choses qu'on va pas forcément voir en tant qu'artiste, en fait. Ok, merci. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé aussi. Alors je suis obligé, on doit vraiment laisser la place, je suis désolé. Et on va pouvoir continuer la discussion au 3e étage avec toute l'assistance. Un dernier conseil, si vous pouvez en une phrase, pousser la jeunesse à rejoindre les métiers de la musique. En une phrase chacun, qu'est-ce que vous diriez ? Restez déterminés et ayez confiance en vous. En une phrase, c'est dur, mais moi je dirais 2 choses. Agir et s'informer. Agir parce qu'on écoute tous de la musique. Et à un moment, s'il faut recruter quelqu'un, que votre passion pour la musique s'arrête à l'écouter, c'est peut-être pas suffisant. Enfin, moi, je sais que j'ai pas été embauché... j'ai moins été embauché pour mon diplôme parce que j'avais fait les fanzines, les webzines, on va le dire comme ça. Je m'étais battu pour faire des stages. Voilà, donc il y a vraiment ce truc qui fait toute la différence. Et le deuxième, s'informer, c'est qu'aujourd'hui, même le
le business de la musique en fait est devenu un sujet éditorial. Il y a des médias B2B étrangers ou français, il y a la presse généraliste, la presse et business qui fait des articles, des interviews sur les labels, les plateformes, les managers, il y a des ventes rap, il y a Billboard qui arrive en France. Donc vous avez tout à disposition et c'est hyper intéressant parce que d'une tactiquement, pour trouver les personnes à qui contacter si vous voulez être embauché. Deuxièmement, ça vous permet de travailler votre entretien parce que vous savez quel est leur strat, leur vocabulaire, tout ça. Et puis deuxième point plus profond et peut-être le plus essentiel, avant d'aller taper à une porte, toute cette presse-là et ces articles-là, les interviews Radio France, les blogs, les machins, ça vous permet de savoir si vous tapez à la porte d'une boîte qui vous correspond et qui peut vous convenir. Et ça, c'est important aussi. C'est pas que la boîte qui est en position d'offre. Vous avez aussi quelque chose à offrir. Ça, faut le garder en tête. Merci. Joss. Il a dit beaucoup de choses. Franchement, non, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Ce que je peux ajouter, c'est juste faire preuve de constance. Prenez le temps de lire. Là, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse, contrairement à nous, enfin la jeunesse, on est jeunes, mais la nouvelle génération, contrairement à nous, ils ont beaucoup plus d'outils à disposition. Ils ont changé la donne, que ce soit en termes de contrat, par rapport à beaucoup de choses, etc. Donc, une chose, prenez le temps de lire, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de de faire une stratégie adaptée à vos besoins et faites preuve de constance. C'est pas juste on fait un truc tout de suite et on passe à autre chose. Faites preuve de constance. Il y a qu'avec la constance qu'on arrive à avoir ce qu'on veut vraiment. Donc lâchez pas l'affaire, soyez sûr de vos idées. Au mieux vous réussissez, au pire vous avez appris que vous pouvez plus faire ça. Donc faites preuve de confiance en vous-même et lisez, renseignez-vous, prenez le temps d'apprendre. Pour moi c'est la chose la plus importante. Voilà. Pareil, en vrai, informez-vous parce qu'on apprend tous les jours en vrai. Entourez-vous bien aussi, c'est super important et croyez en vous, croyez en votre potentiel. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est pas la bonne route qu'il faut pas la prendre. Si vous le sentez, il faut y aller et comme Joss a dit en fait, à la fin de la journée, juste ce sera de l'apprentissage et pour mieux repartir, quoi. Voilà, donc croyez en vous. Merci à tous les quatre.